Plus de 2 ans se sont écoulés, les amis, depuis la venue de la première Tissot sur la chaîne. Quentin était venu nous raconter sa Tissot Le Locle. Tissot, c'est une marque absolument magnifique. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle Tissot avec Sylvain, qui va nous raconter son histoire, qui va partager son avis avec sa Tissot PRS Alpine Édition. J'ai le sentiment, mon petit doigt me dit qu'on va parler d'Alpine, mais aussi de Tissot, ou plutôt l'inverse. Mais ça, il faut rester avec nous, vous allez le savoir dans quelques secondes. C'est parti pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Sylvain, ça va? Mais oui, et toi? Est-ce que ton deuxième prénom c'est Esteban? Non. Non? Ah, non, c'est Esteban, amigos, ah là 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 là. Pequeña montra entre amis. Excusez-moi les amis hispanophones, évidemment, montre en espagnol, ce n'est pas montra, mais comment on dit? Oula, alors là... Reloj, je crois que c'est quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe pas. Alors, je suis obligé de le dire, à peu près à chaque fois que nous sommes dans cette salle, les amis, quand on démarre Petite Montre entre amis, il y a une sirène qui passe dans la rue. T'as déjà remarqué? Ouais, c'est... Bah voilà, ils viennent chercher, ils attendent Sylvain en bas de l'immeuble, là, pour lui parler de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. T'es venu avec ta Tissot? Bah oui, écoute, elle est là. Elle est là, elle est à son poignet. Moi aussi, je suis venu avec la mienne. Oui. Elle est là. Alors, on fait le test du poignet? Ouais, je pense. Allez, montre-moi ça. Là, je ne sais pas qui ils vont chercher, mais ils vont le chercher en tout cas. Waouh, les amis, on est sur 2 générations, 2 approches complètement différentes. Donc celle-ci, c'est une PR516 électronique, années 70. Super. Vous savez que j'ai un petit problème avec ça, les amis. Là, dis donc, c'est une bestiole de combien de millimètres, ça? Ouais, elle fait 45 de mémoire et 50 de corne à corne. Un beau bébé, ouais. Une sacrée bestiole. Je peux l'essayer? Bien sûr, bien sûr. Enfin, je vais essayer de ne pas me blesser tellement elle est lourde. Je ne voudrais pas prendre une tendinite violente. Alors, est-ce qu'on est bien réglé? Là, tu vas partir avec. On est pas mal réglé, les amis. Il est dans l'embarras. Là, le Sylvain, il va falloir qu'il se bagarre. Tu connais le règlement. Comme il n'y en a pas, il y en a des spontanés. Pour que tu repartes avec ta montre, il faut que tu gagnes 3-0 au quiz. Oh là 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 là. Alors, raconte-nous tout. Quand est-ce que tu l'as acheté, cette montre? Ou tu l'as eue? Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur celle-ci? Alors en fait, moi, j'y suis pas allé. Je vais t'expliquer un peu, il faut remettre un peu de contexte. Moi, j'ai donc travaillé, je travaille chez Renault, donc je travaillais sur le renouveau de la 110. Ouais. Donc là, en gros, ça me vient de la passion de mes parents, automobile et tout ça. T'es de Dieppe? Et non, je suis pas de Dieppe, non. Du coup, en fait, passionné, on a travaillé sur ça. Et forcément, dîner de famille, on discutait ça avec mes parents, avec ma famille, et les petits teasers dans tous les sens. Et bon, j'ai tellement bien vendu ma cam que mon père est allé acheter une des premières éditions d'A110. Ouais. Donc moi, je lui ai racheté sa voiture, il a acheté la 110. Ouais. Alors, attends, t'as besoin de clarifier un truc. Toi, tu bosses chez Renault. Yes. Et tu bosses sur l'Alpine A110. À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ok. Tes parents, eux, n'étaient pas dans la bagnole ou... Ah si, ils ont toujours été bien, enfin pas dans le monde de l'automobile, mais toujours très fans. Ok, donc tu leur as tellement vendu avec l'émerveillement de ton boulot, tout ce que tu faisais sur l'Alpine. Les amis, il va nous en parler tout à l'heure. Je sens qu'on va parler un petit peu de Tissot et beaucoup d'Alpine. Revenons à ta Tissot. Donc tu leur as tellement parlé de ça, ils se sont achetés une Alpine, Yes. une auto, et tu leur as racheté. Donc j'ai racheté la voiture de mon père pour qu'il avait à ce moment-là, et lui il a acheté la 110. Tu leur as acheté quoi? C'était une GT86 Toyota. C'est quoi ça? C'est un petit coupé, moteur Atmo, sympa. D'accord, ok. Donc tu lui rachètes sa Toyota pour qu'il puisse acheter une Alpine. C'est ça. Et là, les gars, si vous n'avez pas compris comment il est arrivé à sa Tissot, eh ben moi non plus. Donc, alors, quel est le lien de tout ça? Et ben en fait, donc 2018, livraison de la voiture. Finalement, l'année qui suivait, je savais que mon père allait verser 60 ans. Ouais. Et je savais que surtout, on avait un partenariat avec Tissot et qu'il y avait ce modèle-là qui allait arriver. C'est-à-dire qu'Alpine avait un partenariat avec Tissot. Exactement, ouais, exactement. Ok. Donc j'ai mis la main dessus en 2018, en faisant participer la famille et tout ça. On voulait faire un cadeau groupé sur cet objet-là pour mon père. Donc hop, cadeau des 60 ans. Cadeau des 60 ans. Une Tissot pour ton père. Exactement, en visant 2019 du coup. Ouais.
Donc on l'a mis bien rangé au placard à un endroit chez nous. Et en fait, à la fin de l'année 2018, le hasard a fait que j'arrivais aussi sur mes 30 ans. Et donc du coup, ils sont arrivés donc, le jour de mon anniversaire avec ce modèle-là aussi. Mais attends, et vous aviez déjà offert celle à votre père? Non, pas encore, ça allait venir, c'était pas encore passé. C'est pas encore passé. Donc, quelque part chez toi ou chez vous, dans la famille, il y avait une boîte avec 7 Tissot PRS pour ton père. Yes. Et toi, à ton anniversaire, il y avait l'autre boîte à côté. Il y avait l'autre boîte. C'était la même. Et c'était la même. C'est génial, ça. Toute la famille était dans la confidence, sauf le papa, évidemment. Ouais. Enfin, sauf le papa pour la sienne et sauf toi pour la tienne. Exactement. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais, un beau petit moment. Et c'est ton mois d'anniversaire, c'est quand? Décembre. Décembre, et lui? Mars. Ah ouais, donc 3 mois derrière, 3 mois derrière, il a eu la la sienne. Donc la surprise, pareil pour tous les deux, on avait les yeux qui brillaient. Moi, quand je l'avais entre les mains, je me suis dit, waouh, je me suis fait rouler. T'as éventuellement pensé qu'en fait tout ça, c'était une... Non, c'est juste que je me suis dit, je savais que mon père ne savait pas. Alors, et ça me faisait vraiment rien. Ok, ça marche. Ok, donc là, ça veut dire que le choix pour ton père et également pour toi, c'était... Vis-à-vis de Tissot, c'était le partenariat avec Alpine. C'était ça, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer, désolé les amis de Tissot, je suis obligé de poser la question, hein, si Alpine avait eu un partenariat avec Longines, ça aurait été une Longines. Ça aurait été une Longines. Ouais, non mais voilà, ok. Non mais ça c'est intéressant. Donc vraiment, le cheminement, c'est ton attachement à la marque, le fait que toi t'y bosses et que par ailleurs ton père a une A110. Et c'était en quelle année l'A110 qu'il a acheté? 2018. Bah, c'était la première alors. Ouais, tout à fait. C'est le modèle S? Non, c'était les PE, comme on appelle dans le jargon, les premières éditions. Les limitées à 1955 exemplaires. Et oui, numéroté? Ouais. Ah, il a le numéro combien? 88, l'année de ma naissance. Ah, ils sont forts. Ouais, mais t'as peut-être fait de levier pour avoir le numéro 88, mais il n'était pas pris. Comment ça s'est passé déjà? Je sais plus. Non, je crois qu'il avait juste pu le demander. Attends, mais les 1955, ils sont sortis après une première série limitée. Il n'y a pas quelque chose comme ça? C'est la toute première. La toute première, elle était sortie en 1955. Ok. Couleur bleue? Ah oui, obligé. Bleu alpine, quoi. Obligé. C'est beau, les amis. Alors, venons-en à cette Tissot. Là, on a une sacrée bébête. Hein. Un beau bébé, comme on dit, les amis. On a l'impression de voir le talonneur au rugby. Et en fait, non. C'est jamais que le 3 carrel, donc vous imaginez les troisièmes lignes à quoi il ressemble. Donc là, on a une sacrée bestiole, etc. Gravée Alpine sur le côté. Si tu devais, toi, nous la décrire, quand tu la regardes et tout ça, qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui te plaît dans cette montre? Ce qui me plaît, c'est les différents matériaux qu'il y a dessus. En fait, il y a donc évidemment le boîtier en acier, mais il y a une lunette en céramique qui a 2 finitions différentes, polies, miroir sur la tranche et brossée sur la partie face. Ouais, tout à fait. J'avais pas remarqué, mais effectivement. Le boîtier, effectivement, il y a du brossé, là aussi, il y a du poli. En fait, il y a beaucoup de détails. Finalement, elle est soignée. Le cadran qui est avec du carbone. Les petits index qui sont flottants là au-dessus, qui sont très délicats. Là. C'est quoi? On appelle ça un nid d'abeille dans le jargon? Justement, ce que tu décris, qui est difficile à voir, les amis. Je ne sais pas si vous le verrez sur les images. Ouais. Non, c'est la fibre, souvent, ça se présente comme ça, cet aspect-là. Ok. Quand je la regarde, je vois beaucoup de... J'en ai plusieurs, des Tissot, dont celle que tu as au poignet. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'interpellent dans le bon sens du terme et qui me font penser à l'ADN de la marque. C'est des index flottants comme ça, les index horaires qui sont très éloignés du cadran et qui donnent beaucoup de volume. Donc c'est une... Excusez-moi, c'est une Tissot PRS 516. Yes. Et ouais, alors on peut pas trop parler de tout ça parce que forcément j'ai préparé un quiz et tout ça, donc là il est excité comme un dingue, Sylvain, parce qu'il voit la casquette derrière la caméra. Donc ça veut dire que comme c'est un cadeau, c'est pas toi qui l'as choisi. Non. Voilà. Par contre, tu as contribué au choix en fait de celle qui a été offerte à ton père plus tard. Oui. J'imagine qu'avec ce partenariat,
il n'y avait pas que des chronos, il y avait peut-être un 3 aiguilles. Alors, il y avait des 3 aiguilles, il y avait des montres à quartz, des chronos quartz Ouais. qui sont sortis avant. Celle-là, elle est vraiment sortie en même temps que la sortie de la voiture en 2018. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé sur le chrono, justement? Bah, la course, c'était là on avait qu'on s'appelle l'écurie Synatec Alpine qui était en endurance depuis un moment. Enfin, on voulait vendre de la course. L'histoire d'Alpine, c'est quand même aussi beaucoup le rallye, tout ça, donc on pouvait pas aller vers une plongeuse. C'était pas. Ouais, mais il n'y en a pas de plongeuse. Non. Ouais. Donc c'est dans le choix, parce qu'en fait, le choix que vous avez fait pour votre père, c'est finalement le choix que tu aurais fait si toi tu te l'étais offerte. Ouais. Alors, c'est obligé. Je veux dire, là, on voulait quelque chose de connecté avec la voiture pour célébrer ça. Donc, ok, donc connecté avec la marque Alpine, qui globalement, historiquement, au début peut-être pas, mais ont toujours fait des autos de course. Ils ont gagné Le Mans, les amis. Mm. Quand on gagne Le Mans, on fait forcément de la course. Alors là, on va être un petit peu dans l'émotion et la théorie, mais c'est une question qui peut paraître fumeuse, mais et je pense qu'elle est intéressante. C'est dans le processus d'achat de celle pour ton père, qui s'avère être la même que toi. Est-ce que toi, tu te disais, je la prendrais bien pour moi, quoi. Ouais, j'ai failli en prendre deux. Ah, t'imagines la merde dans laquelle t'aurais été. Ouais, bon, tu le dis pas à tes frères et sœurs et à ta mère, hein, et puis je m'en suis pris une pour moi. Ah, bon, bah, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Ah, c'est bon ça. Risqué. Donc là, avec ton père, là, vous mettez tous les deux votre PRS 516 et vous allez faire un tour d'A110. Voilà, on se balade. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis ce bracelet-là. Moi, je le porte comme ça parce que déjà, je préfère. Ouais. Et je la confonds pas avec celle de mon père, qui garde le bracelet. Enfin, c'est une blague. Hein, alors, non, mais c'est intéressant. Donc là, tu as mis effectivement un bracelet, on va dire, maille milanaise, hein, manifestement. Alors, je vais te dire un truc, si je l'ai mis comme ça, c'est aussi parce que, mine de rien, comme tu l'as dit, c'est un bon caillou. Et avec le bracelet cuir, je trouve que c'est déséquilibré au poignet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de masse au-dessus. Alors qu'avec ça, là, tu reprends du poids avec la maille milanaise autour du bras. Tu l'as le bracelet cuir? Oui. Ah, c'est bon ça. Regarde, la magie. La magie énorme, il se penche, il la trouve. Ah oui. Bah alors pour le coup, tu as un bracelet racing qui est sympa, avec les trous, etc., pour faire respirer la peau, pas avoir trop chaud, pas avoir les poignets qui gonflent, hein, et avoir un coup de volant qui est de moins bonne qualité. Et puis alors là, tu as la surpiqûre en couleur bleue, couleur alpine. Donc là, j'imagine que la trotteuse du chrono et celle du sous-cadran 30 minutes à 3 heures, c'est le bleu alpine, j'imagine. Hein. Oui, bah ils ont choisi un bleu qui était le plus proche de la marque. Ok. Je vois qu'à côté d'Alpine ici, il y a un petit truc. Un petit poussoir. Un petit poussoir qui sert à quoi? C'est pour régler la date. C'est pour régler la date. Ah ouais, donc tu pousses, ça tourne. Ouais, tu pousses et ça tourne. C'est original, les amis, parce que qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans? Je pense qu'il y a un calibre dérivé du Valjoux. C'est exactement. Ouais. C'est dérivé du 77-53, si je dis pas de bêtises. C'est la première fois que je vois ça, tu vois. Ou alors, c'est que pour le coup, je n'ai pas de Valjoux. Me semble-t-il, je peux me tromper, mais il faudrait que je regarde, mais je pense que je n'en ai pas. Mais c'est la première fois que je vois que tu peux régler la date avec donc un réglage rapide, tac, avec une pression. Tu vois, alors que sur celle-là, tu as un système qui est, je pense, désuet maintenant, qui n'existe plus, où tu mets ta montre à 11h, tu tournes jusqu'à 13h, tu reviens en arrière à 11h, et hop, et ça passe comme ça. Je connais. Hein, c'est pas mal, ça. Hein. Ah, c'est pratique. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? J'aurais tendance à dire la lunette céramique, parce qu'il y a l'échelle tachymétrique dessus, et surtout, il y a de la, comment ça s'appelle, un traitement luminescent là, qui est intégré dans l'insert, enfin dans les chiffres. Et ça veut dire que tes index horaires sont pas traités, eux? Si, ils le sont aussi, très très fin. Très fin. Donc, mais ça marche. Hein, la nuit, c'est bon. Hein. Tu mets un petit coup de téléphone dessus. Et on fait. C'est la pleine lune. Hein. On peut chercher les trucs dans son sac. Ouais. Alors, il y a un truc que je viens de voir, je m'interrogeais sur le sujet. Tu n'as pas la base de ta trotteuse du chrono avec un T, comme Tissot, mais tu as le A de Alpine. Exact. Ah, c'est sympa. Ça, ils l'avaient fait sur tous leurs modèles dérivés pour Alpine, du coup. Ouais, bien sûr. Ok.
Quel est ton adjectif? Maintenant, je pose la question directement. Allez, bam. Je l'ai bossé. Voilà, tu l'as bossé. Attends, sinon, il sait qu'il va se faire déchirer. Et je pense que personne ne te l'a fait, je crois. Roulement de tambour, les amis. Tu vas avoir un coup de trompette ou un coup de canard, là. Yes. Je vais dire qu'elle est connectée. Elle est connectée. Avec mes parents, avec la voiture. Ouais, c'est bon, ça. Avec de la poésie, coup de trompette, les amis. Parce qu'elle est connectée avec la vraie passion, l'émotion, la filiation personnelle, et pas avec le pipeau bimbo de je la recharge, etc., avec une durée de vie extrêmement faible, puisque l'autre jour, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que deux choses de certaines dans la vie quand on aime les montres, c'est qu'un jour, on ne sera plus là, mais que quiconque ira fouiller dans le tiroir de celui qui est parti, il trouvera une montre mécanique avec 2 tours de couronne, il redonnera vie à la personne qu'il avait, alors qu'avec une smartwatch, ouais, ça va peut-être démarrer, mais ça ne se connectera plus à rien. Non, ouais. Ça ne marchera plus, etc. Alors, pour le coup, c'est un cadeau pour tes 30 ans. Mais d'un autre côté, tu l'as offert avec un cadeau familial à ton père, donc tu peux nous dire combien ça coûte? Ouais, c'est autour des 2000 €. 2000 €. Avec bracelet, avec cuir, le bracelet cuir que tu avais. C'est un bon positionnement, ça. Ouais, des chronos avec un Valjoux, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. À ce prix-là. À ce prix-là. En tout cas, il y en a des beaucoup plus chers. Il y en a des beaucoup plus chers. Ouais. Et non, encore une fois, la finition du boîtier et tout ça fait qu'on sent que Tissot voulait montrer son savoir-faire. C'est bien. Tu connaissais un peu, beaucoup ou pas du tout Tissot avant? Non, je connaissais, alors pas en profondeur, mais oui, si, c'était peut-être parmi les premières marques qui viennent en tête quand on démarre dans le milieu. Enfin, Tissot, on sait que c'est une valeur sûre, on sait que ça a de l'histoire. C'est 180 ans, c'est ça Pas mal, ouais, mais bien sûr. Si, je connaissais depuis tout petit. Tissot, ça faisait partie. En fait, je crois qu'un des premiers souvenirs que j'avais, d'ailleurs, c'était la grosse boîte avec le Tissot et la grosse croix. J'ai dit, c'est quoi, papa? Et on m'a expliqué, quoi. Est-ce qu'il a eu une Tissot? Je ne sais même plus ce souvenir à quand il remonte, mais c'était pas pour lui, c'était un cadeau qu'on avait fait à quelqu'un, ou que j'ai vu à quelqu'un. En gros, c'est la boîte m'avait perturbé, parce que je me disais, mais pourquoi une si grosse boîte pour une montre? Les amis, vous avez vu, tout seul, comme un grand, j'ai plus besoin d'intervenir. Sylvain a lancé la séquence suivante, souvenir. Tiens, je te la rends. Je la reprendrai quand même s'il ne gagne pas 3-0. Juste que les choses soient claires, parce que ce qui est dit est dit. Tu as vu que c'est plus léger. Oui. Et puis là, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que voilà, la mienne est dessous, mais on ne la voit pas. C'est vraiment intéressant, deux philosophies. Oh là là, je vais y arriver. Philosophie distincte. Ce qui compte, c'est la passion et l'émotion. Et ça, c'est top. Tu parlais d'une boîte là avec ton père. Est-ce que c'était une boîte de montres ou alors c'était la très très grande visibilité de Tissot dans le sport automobile des années 60 à 80-85? Non, je pense que c'est la première réponse, vraiment juste l'objet, parce que moi je suis un enfant des années 90, on va dire, donc j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il y avait des montres mécaniques. Oui. C'est dit. Moi, j'ai grandi avec les montres à quartz. Tu te souviens de ta première montre là? Et oui, je m'en souviens. C'était une Casio que je me rappelle plus du tout de la référence ou quoi que ce soit. Je l'ai pas. Je l'ai plus. Je sais pas où elle est, mais je me souviens très bien. Sa Tissot PRS est en train de s'approcher de mon poignet définitivement. Mais non, des souvenirs. Moi, je m'en souviens parce que j'étais en primaire, j'étais tout gamin et j'avais l'impression d'être le roi de la cour de récré, quoi. Elle était électroluminescente, je crois le mot qu'il y avait dessus. Elle fait, en gros, on pouvait l'allumer la nuit. Ouais. Alors moi, je voyais l'heure la nuit, c'était fabuleux. Il faut se remonter, c'est une époque où il n'y avait pas les téléphones portables. Ouais, donc tu étais vraiment au cristaux liquide, avec un fond d'écran globalement vert gris, et puis avec des lumières sur le côté qui s'allumaient. Ouais. Alors je me rappelle, c'était gris, et la lumière était bleue, et c'était assez nouveau, dans le sens où c'était tout l'écran qui était vraiment bien éclairé. Ouais. Pas la petite loupiote sur le côté. Ok. Donc ça, c'est la toute première. J'étais comme un fou enfant. Et, une Casio. Une Casio. Japonais. J'aime beaucoup les japonaises. Mais ça viendra plus tard. Non, j'ai amené la deuxième, par contre. Parce que la deuxième, c'est celle que mes parents m'ont offert. Alors, je ne sais plus à quelle occasion, mais j'étais au collège.
Ouais. Donc encore une Casio. Et alors... Ah non, là on est dans le cybernétique, hein, les amis. C'est une transformer, elle se transforme à un moment. Non, même pas, elle donne juste l'heure et fait chrono. Mais surtout, c'est qu'en fait, moi depuis tout petit, montre avec des aiguilles et bracelet métal, c'était la montre d'homme. Ouais, c'était, je sais pas pourquoi je dis c'était ça, mais quand ils m'ont offert ça, j'avais l'impression d'être un grand. Ouais. C'est un peu l'effet que ça m'a fait. Et j'ai gardé très très longtemps cette montre parce qu'elle m'a suivi jusqu'à mes études supérieures. Ouais. J'ai gardé de la 5e, je crois, après le bac. Ah, c'est bon ça. Donc, et elle a tenu le choc hein, parce que j'étais. Enfin voilà, elle en a vu. Hein. Elle en a vu grave. Là, il n'y a plus de piles, hein, mais. Ouais, Japan Movement. J'arrive pas tout à lire, les amis. C'est une Casio. Édifice. Édifice, c'est ça, ouais. J'avais un doute. Bah là, ça t'a fait te rendre compte qu'il y avait des aiguilles sur une montre. Ouais, et puis bon, bah, pour être grand, il fallait savoir lire l'heure sur les aiguilles. Ouais, bah, bien sûr. Ah ouais, sinon ça compte pas. Hein. Je veux dire, c'est comme apprendre à compter alors qu'on a une calculatrice. Hein. Yes. Tu vois. Donc ça, tu l'as gardé tardivement. J'ai gardé très très longtemps. Elle est toute petite par rapport à ce que tu as au poignet aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, mais j'avais le poignet plus petit aussi. Ah, voilà. Non, mais c'est rassurant. Quoi. Quand on est plus petit, on a le poignet plus petit que quand on est plus vieux. Ouais, voilà. Et puis, bonne la palissade, ça. Aussi. Voilà, et donc bon bah que des bons souvenirs, hein, parce qu'encore une fois, moi j'avais l'impression que c'était pour moi de la quali quoi. Mais c'en est, regarde, parce que c'est pas abîmé. J'ai pas remis le pile là, mais je l'avais remis il y a quoi 1 ou 2 ans. Elle marche encore très bien, hein, il n'y a pas de souci. Pas de raison. Hein. Je l'ai mis dans la flotte, enfin elle a tout vu quoi. Elle a tout vu. Donc un bon souvenir et je t'en ai amené une deuxième parce que par contre celle-là elle a. Ouais, là on revient dans la masse là. On revient dans le truc c'est. La montre que à l'époque, qui allait devenir ma future femme, m'a offert donc au tout début de notre relation, la première montre automatique. Alors, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait une fashion watch, peut-être de la Pilus, ça n'a rien à voir avec... mais j'avais l'impression d'être... Vas-y, le roi du pétrole avec ça. Surtout qu'en fait, j'apprenais... Ouais, l'existence presque des montres mécaniques automatiques. Modèle squeletté, carré, chiffre romain, et elle ne veut pas démarrer. Ouais, avant de voir ta déception, c'est ça. C'est qu'il faut que je la fasse réparer parce que elle ne marche plus après 10 ans de bons et loyaux service. Elle s'est arrêtée. Donc je suis allé voir un horloger. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Sans grande surprise, il m'a dit que c'était un mouvement chinois, parce que je me doutais bien avec l'expérience. Mais je dois encore trouver l'adresse qui me permettrait de la réparer, parce que j'ai envie de la réparer. Bah bien sûr, attends, c'est la montre que t'a offert la personne qui est devenue ta femme. C'est quand même beau. Ah bah oui. Hein, voilà, donc on peut pas dire grand-chose dessus, c'est sa montre, etc. Non, mais ça fait partie de ton cheminement. Ça fait partie de mon cheminement, et surtout, en fait, donc même si aujourd'hui on pourrait considérer que c'est pas une grande marque ou quoi que ce soit, elle m'a mis dans le bain de la montre mécanique, je voyais tout à l'intérieur, parce qu'elle est un peu squelettée. Moi pour moi c'était la grande magie quoi. Il y a tout qui bougeait dedans et tout. Bah oui. Et oui, ce qui compte les amis c'est le chemin. Voilà. Donc là tu as un regard en me disant ouais fashion watch truc etc. Qui n'a pas eu une fashion watch souvent j'entends par exemple des cris d'orfraie sur Daniel Wellington. Mais c'est génial Daniel Wellington. Mais je le dis avec toute sincérité, c'est pas cher, ça a ramené le goût pour les montres de style classique habillées, c'est un carton planétaire. Tous les acheteurs de Rolex, d'Omega, de Longines, de Tissot que vous voulez, dans 20 ans, quand ils viendront dans Petite Montre entre amis à la place de Sylvain, donc on sera en saison 23, je serai encore là les amis. Tout de suite, ils viendront nous raconter que dans Souvenir, la montre de leur jeunesse, c'était une Daniel Wellington. C'est tout. Donc il faut essayer d'éviter de regarder. Sinon, à ce moment-là, les flic-flac, les swatchs, les trucs, etc., on a envie de rigoler. En fait, c'est le cheminement. C'est le chemin, je suis un jour tu auras une montre carrée, rectangulaire, squelettée, etc. Et c'est probablement cette tête Lapidus, tiens, je te la rends, qui t'aura influencé. Complètement. Et donc, là, tu nous as parlé de 3 modèles. Et après, tu es arrivé sur la Tissot avec l'affiliation de ton boulot chez Alpine. Alors, non. Il nous a pas tout dit, Sylvain. Ah non, mais je t'ai pas tout ramené parce que... quel est le passage où tu t'es offert quelque chose qui si c'est le cas, ni fashion, ni utilitaire parce que ça sert à rien, mais qui est plaisir. En fait, c'est quand j'ai commencé à vouloir, c'était déjà pour l'anniversaire de mon père, déjà, je voulais lui prendre une belle montre.
mais sans connaître le milieu, sans connaître tous les détails, tout ça. Et je voulais surtout comprendre pourquoi une montre pouvait coûter plus de 1 000 €. Donc j'ai commencé à creuser, et alors là, c'était fini. Une fois que j'ai compris que c'était ultra riche comme milieu, le virus a été chopé là. Et j'ai commencé à petit, entre guillemets, avec des Amphibia Vostok, des montres russes. Oui. Et puis après Seiko, et puis voilà. Donc des Vostok récentes ou anciennes? Non, c'est des fabriqués récemment. Là, mais, D'accord. Ok, Seiko quoi comme Seiko? Alors j'ai une Turtle, j'ai une Samurai que j'ai achetée récemment. Ah bah oui, non mais là, donc on a un Seiko fan. Là. Ouais, j'ai une Cocktail aussi, qui est superbe. Non, Seiko, je suis un gros fan. Je sais pas, au moment où on enregistre cette émission, si... En fait, je ne sais pas si j'ai déjà montré la Seiko que je m'étais achetée. Voilà. Pour la première fois de ma vie. Alors, on m'a offert une Seiko. Vous savez que j'ai pété à piscine municipale aux États-Unis en 84. Je l'ai déjà raconté ça dans une émission à Cristaux Liquide. Et là, je viens de m'acheter ma première Seiko, une 7005 de 1970, 3 aiguilles date. Honnêtement, une tuerie. Je félicite pas Johan qui m'a mis dans cet embarras, puisque maintenant, au-delà de tous les autres problèmes que j'ai, avec Omega, avec Zenith, avec Tissot, avec Audemars Piguet, avec Longines, etc., maintenant j'ai un problème avec Seiko. Donc, bon, j'ai recommandé une boîte à montre pour Noël, parce que sinon, c'est plus possible. Il est content et tout ça, il a parlé de ses Seiko, mais là, on va attaquer les choses sérieuses avec le célèbre quiz. Alors, mon cher Sylvain, t'es pas prêt? Mais si, t'es prêt. T'es prêt. Franchement, c'est cadeau. Tu sais que les 3 questions viennent dans l'ordre où elles sont écrites. Et c'est seulement au moment où je les regarde où je me dis « Ah, j'aurais peut-être pas dû la mettre en première, celle-là, parce que c'est toujours bien de démarrer avec un premier but, que tu vois. Ouais, plutôt que de direct le zéro. Que de te faire prendre. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? Non, vas-y. Il y a une casquette à gagner, elle est derrière, tu confirmes, tu la vois? Ouais, elle est belle. Eh ouais. En quelle année Tissot a commencé à utiliser le drapeau de la Confédération helvétique, donc le drapeau suisse, dans son logo? Tu en as parlé toi-même. Ouais. Ok. En 1929, réponse A. En 1951, réponse B. Et en 1987, réponse C. Alors, toutes ces dates-là sont avant ma naissance, donc du coup... Ah bah oui, attends, oh. Et je tiens quand même à dire qu'il y en a 2 sur les 3 qui sont aussi avant ma naissance. Alors là, je suis bien piégé là. Réponse A, 1929, réponse B, 1951, réponse C, 1987. Je vais y aller au hasard, je vais dire 51. 1951 ? Ouais. Aïe. Et oui, le hasard est mal tombé. Non, 1951, c'est la date de sortie de la Tissot Navigator, qui est un super chrono. Alors là, si tu veux te régaler, 70s, avec un peu bariolé de couleurs, il y a un peu toutes sortes, superbe mécanique. Vraiment, probablement le chrono vintage le plus sous-coté par rapport aux autres. Donc, les amis, si vous voulez vous faire plaisir, c'est une bonne possibilité. 1929, non. C'est la date où Tissot a sorti la première montre bracelet à magnétique, hein, donc avec une cage en fer doux et un spiral qui prenait moins les magnétismes. Hein. C'était le début de l'électricité à tout va, des moteurs à explosion, etc. Donc, les champs magnétiques étaient pas mal. 1987, c'est la bonne réponse. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils utilisent en couleur, donc le drapeau suisse, les amis vont confirmer que c'est bien un carré rouge avec une croix symétrique blanche. Tissot utilisait ça avec fond noir, croix blanche depuis 1976, mais c'est réellement le drapeau de la Confédération helvétique à partir de 1987. Donc là, je suis désolé de te dire, Sylvain, que tu es mené à 0. Oui, donc, ça pique. Ouais, ça pique. Et là, je suis un peu... je commence à être contacté d'ores et déjà par la production qui me dit on est en train de réfléchir à comment Sylvain va-t-il s'en sortir pour ne pas repartir sans sa Tissot PRS. Alors, deuxième question, c'est cadeau. Ouais. Bien. Cherchez l'erreur parmi ces 3 partenariats Tissot. Donc, je te cite 3 partenaires de Tissot. L'un n'est pas partenaire de Tissot. Hein, c'est clair comme question. Ouais. Réponse A, la FIFA. Réponse B, la NBA. Réponse C, le MotoGP. Eh ben, je dirais que c'est la réponse A.
C'est-à-dire? Le foot, là, c'est ça? Ah, je sais pas, la FIFA? Ouais. La FIFA, c'est du foot? Non, attends. Réponse A, FIFA. Réponse B, NBA. Réponse C, MotoGP. Ouais, c'est la réponse. Bah, je sais qu'ils sont avec la NBA, je sais qu'ils sont en MotoGP, donc... Donc la FIFA. Ouais. Bonne réponse, je l'ai fait douter. Et oui, qui est le partenaire de la FIFA? Alors là, j'aime pas le foot. Alors... Ah, bah il peut pas savoir, c'est Hublot, le partenaire de la FIFA, depuis quand? Je l'ai noté là, 2006. Tu vois, et maintenant, les arbitres ont un modèle, Hublot Big Bang Referee, qui est connecté avec les différentes technos de Goal-Line Technology qui existent, qui fait que quand le ballon a passé la ligne de but, l'arbitre est alerté à son poignet. Nice. C'est de la techno électronique, les amis, hein, c'est pas de la montre mécanique, mais en tout cas, c'est Hublot qui est partenaire de... Je me regarder le foot. Hein, eh ben voilà, donc NBA bien sûr avec Tony Parker historiquement, et le MotoGP. Bravo Fabio pour ton titre de champion du monde, c'est absolument exceptionnel. Un partout. Un partout, il n'est pas impossible que Sylvain s'en sorte. Alors là, s'il ne sait pas, ce n'est pas acceptable. Pas de pression. Que signifie PR? Dans de nombreuses références Tissot, dont la tienne et la mienne. Alors, réponse A, précision romanche. Réponse B, particulièrement résistante. Réponse C, professionnelle. Dis-moi les réponses. Réponse A, précision romanche, donc P et R. Réponse B, particulièrement résistante, P et R. Réponse C, professionnelle, PR. Je dirais la 2. Particulièrement résistante? Ouais. Bonne réponse, Sylvain. Il est bon, il a sauvé le truc. Tu le savais, tu l'avais lu. J'avais lu quelque part, mais je m'en souvenais plus vraiment bien. Laisse en relise, avec les réponses. Et ouais, les amis, vous savez quoi? J'ai beau avoir 2 PR 516, j'avais jamais pris le temps de regarder pourquoi PR. Je ne savais pas du tout. C'est simplement écrit dans la page relativement succincte. Je pense, les amis Tissot, vous pourriez faire mieux, de l'histoire de Tissot, où c'est précisé particulièrement résistante. La PR 516 est sortie en 1965, déclinée sous toutes les coutures, en quartz, lady, petite taille, électronique, etc. Jusqu'à la PRX actuelle, un bracelet intégré qui fait un carton monumental chez Tissot. Les amis, tonnerre d'applaudissements, bravo Sylvain. J'ai transpiré. Ah ben oui, alors non seulement les amis, il va repartir avec la casquette qui est derrière la Camara, et en plus... l'équipe me dit, écoute, repartir avec sa montre, c'est chaud, puis en plus, c'est trop gros pour ton style actuel, donc ce serait mieux que tu lui laisses. Ça te va si on fait comme ça? Ouais, ça va. Ouais, allez, on enchaîne, les amis, sur la séquence suivante, la séquence surprise. Donc là, j'ai concocté, je suis allé chercher une montre où je me suis dit, ça va l'intéresser, il aime la bagnole, l'automobile, les chronos, et donc je lui présente, une Certina DS automatique chronographe dans une gamme de prix similaire à sa Tissot, avec un mouvement similaire d'origine Valjoux 7750. Et j'aimerais qu'on discute de cette montre et que tu me dises ce que tu en penses. Yes, effectivement, c'est le même mouvement. Donc là, nous avons une montre d'une marque très intéressante, Certina. Aussi intéressante, si ce n'est plus que Tissot, bien moins connue, notamment en France, plus connue dans d'autres pays, en Espagne, dans les pays nordiques notamment. 42 mm, un peu plus petit que toi. Un peu plus raisonnable. Très classique, très habillé, sans date, mais avec un chrono bicompax, donc avec 2 sous-cadrans à 3 heures et à 9 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je trouve ça plutôt mignon, je trouve ça sympa. Il y a un truc, c'est un détail, mais moi qui me plaît bien, c'est les graduations qui sont plus marquées sur le compteur à 3 heures. Pour les premières, c'est quoi, c'est les premières 5 minutes 6, ouais, 7 première minute, ouais. La petite échelle tachymétrique à l'intérieur sur le cadran. Alors Certina, je connais très peu, par contre.
Ah bah Certina, les amis, les frères Kurt, pas Kurtz, hein, comme dans Apocalypse Now, Kurt, K-U-R-T-H, milieu des années 1800, donc 19e siècle, qui au départ ne commercialisait pas ses montres avec une marque, puis après on a créé une autre, je me souviens plus, j'aurais dû le noter les amis, excusez-moi. Et en fait Certina, je crois, n'a été lancé que juste après la guerre, qui veut dire certain. Hein, évidemment, dans l'horlogerie, c'est quand même pas mal d'être certain, hein, qu'il y a une vraie logique de fiabilité dans le nom. Alors, est-ce que c'est en espéranto ou en latin? Excusez-moi, je ne sais pas. Et pour le coup, ce qu'ils ont apporté au marché, notamment, qui est matérialisé par le nom DS, qui veut dire double sécurité, et qui est une façon, en fait, de protéger le mouvement des chocs, mais autrement qu'avec le Dia-Shock ou tout ce qui touche à la protection du balancier et du spiral. Ils reviennent pour moi. Cette fois-ci, ils reviennent pour Sylvain. Vous inquiétez pas, ils vont l'attraper juste à la sortie de cette émission. Donc là, tu nous as parlé d'un super point de détail. J'ai l'impression que le mec, il a l'œil laser. Il va nous raconter ça tout à l'heure, juste après. Grosse Mike, qu'est-ce qui te plaît? Au-delà de ce petit détail, j'ai l'impression que spontanément ça te plaît. Ouais, ça me plaît parce qu'en fait j'aime bien les modèles comme ça qui sont très lisibles parce que c'est très contrasté en fait entre les aiguilles et le fond, enfin le cadran. Ouais. Et quand on s'approche, en fait, on a une seconde lecture, il y a plein de détails sur lesquels on peut se perdre et tout ça, et moi j'aime bien ça. Ouais, bah c'est clair qu'on a une aiguille tachymétrique qui se voit moins, hein, qui est vraiment la plus extérieure. Je pense qu'on a un verre éventuellement saphir double dôme. C'est pour ça qu'on voit peu sur notre photo, les amis, vous, en post-prod, vous voyez mieux. Il y a une aiguille il y a une échelle télémétrique, et puis après, l'échelle des secondes classique, aiguille bleue, comme ça. C'est très classique d'inspiration, donc beaucoup moins, on va dire, sportive, moderne, taillée pour la course, etc. Là, on est vraiment sur on va dire, un chronographe de salon, où, théoriquement, celle de Sylvain pourrait être un chronographe utilisé. Dans les deux cas, ça ne l'est pas, hein, sauf si tu nous dis le contraire. T'as envie d'aller sur du classique? Oui. Alors, j'en ai pas de mémoire là. La plus classique que j'ai, ça doit être la Seiko Cocktail. Ouais. C'est une présage, ça. Ouais, tout à fait. Et quelle couleur le cadran? C'est un bleu très pâle. Très, oui, ok. Le bleu Tiffany, mais ça va valoir une fortune. Bon, coup de trompette ou coup de canard, les amis, mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Non, c'est un beau modèle, c'est sympa. Ok, c'est un petit détail que tu devais faire ressortir, autre que ton intérêt pour les index là, du cadran, du sous-cadran à 3 heures. Alors, c'est une qualité que je vais trouver au cadran, encore une fois, mais c'est que je vais le prendre dans l'autre sens. J'aime pas bien quand les chronos coupent les chiffres qui sont sur le cadran, justement. Là, ça coupe les index, mais au moins, l'avantage, c'est que ça coupe pas un chiffre. D'accord. Donc, tu as envie, tu vois, tu y vois quelque chose de lisible. Oui. Ouais. Mais est-ce que moi, je pourrais dire que, justement, pour te taquiner, lorsqu'il y a trop d'échelles, de graduation, ça peut rendre le cadran fouillé. Par exemple, où j'ai du mal à être séduit par les chronos Breitling, alors que c'est quand même vraiment des spécialistes du sujet, c'est que sur une Navitimer, typiquement, il y en a tellement, pour faire plein de calculs, pour ceux qui savent les faire ou qui en ont intérêt, il y en a trop. Tu vois. Et sur celle-ci, il pourrait peut-être y en avoir un peu trop, mais d'un autre côté, on est sur un truc très style classique. D'ailleurs, c'est la gamme Héritage chez Certina. Là, on a un chrono type années 40, comme on pourrait avoir un chronographe suisse en or avec tachymètre, télémètre, quoi. Non, mais t'en as beaucoup, mais en même temps, je pense que quand tu connais ta montre, en fait, à la fin, ça devient assez simple. Parce que tu sais qu'est-ce que tu veux venir regarder entre l'échelle tachymétrique ou le... Ouais, mais tu en connais beaucoup des gens qui utilisent le chronographe, pas beaucoup. Le tachymètre, encore moins. Et alors là, les amis, celui qui utilise l'échelle télémétrique sur son chronographe, il est invité. Vous savez que je n'invite personne sur la chaîne, mais là, il est invité à venir. Faites-moi plaisir pour venir nous expliquer l'intérêt du télémètre si on n'est pas artilleur dans l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Hein? Ouais, mais ça a une certaine romance aussi, ça raconte quelque chose. Voilà.
j'aime bien le terme romance. Parfois, on me demande, les amis, pourquoi il n'y a pas d'invités qui viennent avec des montres hommages. Bon, chacun voit midi à sa porte sur les montres hommages, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce que je veux véhiculer sur la chaîne, c'est le rêve. Le rêve. Le rêve inaccessible. Inaccessible soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'il n'y en ait pas, soit parce que ça n'existe plus. Le rêve d'un souvenir d'enfance. Le rêve d'une romance. Une montre hommage. Qu'est-ce qu'il y a comme rêve à part avoir le simulacre de c'est pas la même, mais c'est la même, mais puis elle est pas chère, donc je la prends. Voilà. Donc j'ai envie qu'il y ait une part de rêve. Et toi, le rêve, c'est l'automobile, c'est la relation paternelle, c'est avoir la même montre que ton père, et c'est un rapport avec ton boulot. Ouais. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette montre? Un 8. Un bon 8 sur 10? Ouais. Il met des bonnes notes. C'est bien, les amis. Vous retrouvez dans l'onglet communauté la capacité de voter pour... enfin, en tout cas, de voter, pas vraiment, parce que là, le sujet n'est pas de sélectionner, mais plutôt de dire sur j'aime, j'adore, bof, pas terrible, etc. Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous avez bien compris que l'idée, c'était de découvrir des modèles. Et là, il est en train de se dire, merde, purée, ça y est, il va falloir que j'en achète une autre. Aïe. Qui nous dira ça tout à l'heure. Les amis, on enchaîne sur le recto verso de cette émission. Alors là, pour le coup, exceptionnellement, je savais de quoi on allait parler. Donc toi, tu bosses chez Renault. Yes. Et tu bosses chez Renault sur Alpine? Alors, oui. Oui, il bosse chez Renault, chez Alpine. Il n'en est pas sûr, les amis. Mais bon, il faut, je veux dire, pas que, c'est voilà, s'il doit faire son CV, il faut quand même qu'il sache où il bosse. Et tu es designer, c'est ça? Je suis très exactement modeleur. Modeleur. Alors, raconte-nous ce que c'est, modeleur. Tu fais de la pâte à modeler? Ok, j'en ai fait. Le mec, il fait du plaido. Voilà, donc à Noël, c'est pas compliqué. Plaido pour adultes, Hein? Non, en gros, c'est le métier de sculpteur. C'est la phase B du métier de designer, celui qui va dessiner la voiture. Ouais. En gros, on travaille en binôme avec eux pour construire, sculpter l'objet automobile. Alors, ça va de la carrosserie, mais on traite tous les millimètres carrés d'une voiture. Phare-feu, jantes, volant, console centrale. Alors, essayons de prendre un exemple de quelques parties de la voiture, jantes, carrosserie, ce que tu veux. Il y a un designer qui, lui, avant, dessinait. Maintenant, c'est la PAO. Il dessine sur tablette graphique. Ouais, mais donc il utilise un logiciel de design qui est spécialisé. Et à un moment, toi, ton boulot, c'est de mettre en forme en 3D, à l'échelle ou pas à l'échelle? Alors, historiquement, ça se faisait à la main. Donc, c'est pour ça que je parlais de pâte à modeler, ça marche bien. C'est qu'on a ce qu'on appelle la claie. C'est une sorte d'argile synthétique là, qu'on vient en fait travailler à la main. Donc, on a à la fois des plans, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plans de ref. Donc, toutes les proportions de la voiture à respecter, les points durs et tout ça. Et on a les dessins et on doit traduire l'intention dans des vraies contraintes réelles. Donc, sculpter la voiture avec le même punch, le même dessin. Mais c'est quoi les contraintes quand toi tu fais attends, juste pour essayer de projeter un truc. Ce que tu me décris là, ça pourrait être fait avec une imprimante 3D? Alors, oui et non, parce que l'impression 3D, le problème c'est que tu vas le faire une fois et tu vas vouloir changer. Donc tu vas le relancer, puis encore changer, et donc relancer. Et en fait, à la fin, tu coules la boîte. Ouais, ok. Alors que là, toi, par exemple, tu as... Donc ça c'est le travail à la main. Mais ça se fait encore, évidemment. Mais tu as démarré comme ça? Alors j'ai appris comme ça. Donc à la main, ça veut donc dire que tu as grosso modo comme un sculpteur, un modeleur. C'est-à-dire il prend de l'argile, ou enfin bref, synthétique. Clay, les amis, pour les fans de tennis, clay, ça veut dire terre battue. The French clay. Voilà. Roland Garros sur la terre battue. On est d'accord? C'est autre chose. Ah, c'est un fan de tennis aussi. Bon, c'est bon. Donc tu démarrais avec truc, puis tu modelais, tu coupais, tu ciselais, etc. Et tu avais un truc 3D. Ça, et en fait, on vient chercher vraiment, c'est au-delà du sketch, on s'en détache très vite. Finalement, c'est vraiment le premier input. Et après, on tourne autour de l'objet pour chercher les formes, pour mieux dessiner autour des contraintes d'un véhicule. Donc les contraintes d'un véhicule, ça va être l'empattement, les voies, l'écartement des roues, tout ça, la position du pare-brise, la position des feux. Derrière, mais ça veut dire, bouge pas, ça veut dire que tu as celui qui design, qui utilise une tablette graphique et un outil, puis après, derrière toi, tu modélises. Et en fait, la partie, tu fais le modelage, pardon, et ça, en fait, ça renvoie de la data pour le designer qui, lui, fait encore évoluer. Et c'est ça, exactement. Donc, tu es en partie aussi designer sur ton boulot de modelage. C'est ça, on est en fait en coédition, on va dire ça comme ça.
Mon métier, on apporte notre savoir-faire, à savoir comment plier la forme pour que la lumière, parce qu'on vient autant dessiner des traits que des lignes de lumière sur une carrosserie avec les reflets et tout ça. Donc c'est ce qu'on va venir contrôler, et ça au dessin, malheureusement, on n'est pas toujours capable de l'anticiper. Donc c'est un ping-pong permanent en fait entre donc la tablette graphique et la clé, mais surtout ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup au numérique aussi. Donc on a des logiciels de CRO qui viennent travailler la forme, enfin on vient sculpter en numérique, comme dans le jeu vidéo ou dans autre chose. Ouais, mais tu l'as que sur un écran. On l'a que sur un écran. Donc tu as démarré avec le modelage physique, Yes. avec la matière, avec tes petites mains. Ouais, avec mes petites Voilà. Maintenant, tu as ta souris ou tu as ta tablette. Alors ça a d'autres avantages, c'est qu'aujourd'hui on utilise la réalité virtuelle, on peut changer la couleur de la carrosserie en un clic. Ça y est, attends, t'es déjà dans le métavers. Alors, ils sont bons chez Renault, c'est ok. Mais ça veut dire, attends, ce que tu dis, c'est que donc il y a un team, il y a un binôme. Les amis, on a eu Lilo et Stitch, les fameux Théo et Jérémy de la chaîne Le Calibre dans Petite Montre entre amis. Donc en parlant de binôme, forcément, je pense à eux, je les salue. Si vous n'avez pas vu l'épisode de Petite Montre entre amis, on s'est vraiment marré. Je vous invite à le regarder. Ça veut dire qu'il y a un binôme designer-modeleur pour, enfin, pas exclusivement à chaque partie de la bagnole, mais que ce soit, tu disais, roue, intérieur de la voiture, tableau de bord, les commodos, tout ça. Tout, ouais. Il y a ça. Ouais. Attends, mais c'est une équipe énorme. Ouais, on est assez nombreux. Ouais. On est un peu moins maintenant, mais on était autour des 400 au design. Donc il y a plein de métiers. Il y a designer, il y a modeler, couleur et matière aussi, tous ceux qui viennent chercher les textiles, les cuirs pour en mettre sur les sièges et compagnie, s'assurer de l'harmonie dans un intérieur par exemple. On n'a pas forcément le même fournisseur à l'avant, à l'arrière. Enfin, voilà, il faut être sûr que tout soit fédéré, quoi. Et comment donc toi par exemple, imaginons, évidemment il ne peut pas tout nous dire, les amis, je ne vais pas lui dire alors la nouvelle version de la 110, à quoi elle va ressembler. Il va me dire ouais, passe ton chemin là. Donc je passe mon chemin. Tu bosses sur un truc, tu vois, mais à un moment ou un autre, une auto c'est un ensemble, et puis il faut la fabriquer, d'accord. Quel est c'est le job de qui? Celui qui à un moment dit ok, calandre, pare-choc, truc machin, clac, 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 et puis petit à petit on fait avancer un V1, V2, VX, V100, V200, et c'est ce projet d'auto qui va être budgété au process et à la fabrication et tout ça. Il y a bien quelqu'un en interne qui à un moment dit c'est l'auto que je vais essayer de vendre en interne pour avoir l'accord du chef de produit, comme quoi c'est celle qu'on va faire. Tu vois, c'est quoi le process derrière? En fait, le remontage régulier, on le fait nous parce qu'on sait que l'inter va pas sans l'externe, va pas sans les phares à feu, va pas sans les jantes. Donc on fait régulièrement cet exercice de tout regarder dans un ensemble. Après, on a un chef d'orchestre qui est le chef de projet design, qui lui a la manette, entre guillemets le métronome, pour qu'on soit sûr de passer des jalons, qu'on ait le niveau de convergence qui va bien dans les véhicules à telle date, qu'on sache payer les outillages. Quand tu veux dire niveau de convergence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, on a une liste comme ça de sujets à respecter, que ce soit de l'ergonomie, que ce soit de la vision, que ce soit des petits chocs. Enfin, il y a tout un tas de réglementations et de cahiers des charges à respecter. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est qu'on vient faire mûrir le design en digérant ces contraintes sans perdre l'intention originelle, mais arriver à petit cocher les cases. Je comprends. Et là, toi, tu bosses, parce que la lecture que j'en ai, moi je ne suis pas de l'automobile ni rien, mais un constructeur, globalement, régulièrement, il sort des protos. Pas des protos de course. Les mulets, ce qu'on appelle des voitures... des voitures qui sortiront jamais, mais qui en fait projettent une ligne artistique ou un design futur. Ah, tu parles des concept cars? Ouais, excuse-moi, quand je disais proto, concept car. Donc c'est ce qui fait que quand on croise une Renault, vous, l'intérêt chez Renault, c'est que les gens se disent « Ah, on reconnaît que c'est une Renault, mais pour autant, le design Renault avance. » Pareil pour tous les autres. On croise une Porsche, on reconnaît que c'est une Porsche, une Ferrari, c'est pas pareil, une BM, une Mercedes, et ainsi de suite. C'est le chef de projet design qui s'assure que ce sur quoi vous avancez, ça rentre dans des abacs de... ça fait avancer le design Renault sans être trop innovant. J'ai en tête en fait l'Avantime. Tu vois, l'Avantime, ça a été une rupture à tous les étages, un collector en termes de bagnole vachement intéressant, mais ça a été un four en termes de business, quoi.
Ouais, alors la Velsatis plus que l'Avantime. Ah, la Velsatis, elle est moins collector. Hein, Elle est moins collector, mais l'Avantime, c'était. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais ouais, aussi, on va pas rentrer dans l'histoire de Renault et Matra et tout ça, mais ça a été compliqué. Ok. Oui, mais c'est juste pour dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a donné son feu vert. Et ce quelqu'un, c'est le big boss. Ouais. C'est le big boss. À un moment donné, les choses, ou c'est le patron de la marque qui va chercher l'accord. En fait, alors, l'image de marque, elle se construit avec donc, le directeur design. C'est lui qui va donner la voix. Et en fait, nous, on a des jalons à passer pour cocher les cases, comme je disais, techniques. Mais on a aussi, en aparté, des jalons design. On va dire, on vient cocher qu'on est bien dans l'ADN de la marque, qu'on respecte la stratégie de l'image de marque qu'on veut donner. Donc ça, c'est adoubé, on va dire, par les directeurs design. Okay. Et après, le projet véhicule complet, sa rentabilité, son positionnement produit, tout ça machin, c'est validé en haute instance, au plus haut. À quel moment les usines sont sondées sur justement, beaucoup de constructeurs fonctionnent comme ça, enfin c'est une notoriété publique chez Renault, ça marche comme ça, sont sondés, c'est-à-dire avec un cahier de charges pour dire, voilà, cette bagnole, vous me la sortez à combien ? À quel moment c'est fait ? C'est difficile de dire ça, parce qu'en fait, une voiture, aujourd'hui, c'est un aggloméré de tout un tas de pièces fournisseurs. On ne construit pas tout nous-mêmes. On fait les moteurs, on fait la carrosserie, mais tout ce qui va être un siège, ça va être fourni. Mais à quel moment on budgétise ? C'est un process où on est quasiment à la fin, et là, on commence à se poser la question, où constamment, à chaque étape, on se dit, non mais attends, ça c'est super, c'est ce qu'il nous faudrait, mais c'est injouable en termes de prod, en termes de délai, en termes de coût. Souvent, en fait, on part sur quelque chose de fort, on va dire, mais qui est loin d'une réalité industrielle. Et au fur et à mesure, on vient contacter les fournisseurs, on vient faire de la convergence, justement, pour voir si notre projet est réalisable. Ça s'agit, on va dire. Et on va dire qu'au bout de 2 ans de projet, ça y est, tout est à peu près stabilisé en termes de style. Et là, on peut commencer à dire go, on shoot. Donc toi, tu bosses chez Renault, et là, tu bosses notamment sur Alpine. Donc à un moment, tu bossais pas sur Alpine. En fait, c'est qu'aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe et je bosse pour les deux, Renault et Alpine. D'accord, mais à un moment, tu bossais pas pour Alpine. Non. Et quand on t'a proposé de bosser sur Alpine, tu t'es dit, oh c'est bon ça. Ah bah là, il n'y avait pas beaucoup de monde au portillon pour aller bosser sur Alpine ? Il y avait les yeux qui brillaient. Si, mais. Ils ont pris les meilleurs, c'est tout. Et voilà. Ah, les yeux qui brillaient. Moi, j'étais aux anges. Cette époque-là, c'était incroyable. La 110, quand on avait une pression incroyable, elle était attendue par tout le monde. Dans le milieu. Et elle n'a pas déçu. J'ai mal croire. Non, mais il ne va pas nous dire le contraire, etc. Mais bon, vous savez que j'aime bien les autos aussi. Alors, pas les récentes en soi, mais j'en croise beaucoup, des possesseurs d'Alpine, que ce soit les clients, on est sur une plateforme d'avis client, il nous donne son avis sur sa Tissot, mais que ce soit les clients ou les journalistes ou les spécialistes, etc., c'est un carton à tout point de vue. Performance, rigidité, freinage, design, finition. C'est beau. Je me rappelle, on avait en ligne de mire la Porsche Cayman. On voulait être moins cher qu'eux et aussi perfo. Ce qu'on a réussi à faire finalement. On avait l'Audi TT, alors ça nous faisait marrer parce qu'à chaque fois qu'on ramenait la voiture dans l'atelier, on a dit un tank à côté de la 110 qui était beaucoup plus petite, légère, qui n'avait pas du tout la même architecture. Donc non, c'était top. Ah oui, ça c'est un autre. Tu parles d'un sujet qui est important, c'est que quand on sort une auto, on s'attaque à un marché. Voilà. Là, le marché, c'était la sportive sans aller sur le marché du grand tourisme. C'est ça. Et c'est difficile pour un constructeur qui n'en a pas fait depuis des années, voire des décennies. C'était risqué. On ne savait pas trop où on allait. Je me souviens de pas mal de réunions où c'était chaud, quoi. On ne savait pas trop ce qu'on devait faire. En fait, un projet véhicule, ça fonctionne au volume qu'on prévoit vendre. Bien sûr. Donc en gros, on se dit, voilà, on va vendre tant de milliers ou de centaines de milliers de véhicules. On se dit, c'est bon, on va pouvoir le rentabiliser, donc se payer plus ou moins de richesse dans le véhicule. Et là, on ne voulait pas décevoir. On voulait aller tâter de la Porsche. Et en même temps, on ne savait pas si la clientèle allait être là. On est connu en France, en Allemagne, et après en Pologne, on ne sait plus trop. Tu comprends qu'on ne savait pas trop quelle allait être la résonance de la marque. Et on y est allé. Non, mais ça, c'est intéressant parce que si on fait le parallèle avec l'horlogerie, on voit bien qu'en fait, demain, qui veut ne peut pas aller taquiner Rolex ou Omega, sauf à se dire je vais mettre énormément de moyens et je vais reprendre une marque, on va dire pas moribonde parce que le terme est péjoratif, mais une marque un peu oubliée, endormie, et endormie, qui a eu de très très grands succès
par le passé, et c'est le cas d'Alpine avec un palmarès en course absolument astronomique, couplé avec Gordini pour la préparation des moteurs. Eh ben, on peut vouloir, mais à un moment ou un autre, quand le marché vous attend pas, c'est pas facile. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça a tellement bien marché, cette Alpine, qu'il y a une vraie stratégie chez Renault. Alors, je n'essaye pas de te glaner des infos parce qu'il ne me répondra pas et je ne veux surtout pas le mettre mal à l'aise. Hein. Mais si cette Alpine n'avait pas marché, l'écurie Renault n'aurait probablement pas été renommée Alpine F1. Donc, ça veut dire clairement, le produit est au rendez-vous et tous les spécialistes s'en rendent compte. Et finalement, c'est presque comme un succès où Audi n'était pas attendu avec sa Audi TT, et aujourd'hui elle fait partie du paysage sur ce segment de marché. Non, c'est clair, et c'est, encore une fois, pour moi c'est une fierté parce que c'était épique, et à la fin la voiture elle marque. Donc, Ah, c'est bon ça les amis, écoutez, vous savez quoi, on n'est pas obligé, je vais me faire chauffer. Quand je dis ça, on me dit non mais pourquoi on continue pas? Ah ouais, mais à un moment ou un autre, les amis, il faut passer à la suite, mais tu reviendras. Ah bah, voilà, il reviendra quand il y aura une prochaine Alpine ou une prochaine Tissot, ou quand tu auras 40 ans, c'est pour quand? Ah, j'ai encore un peu de temps, là. Il me faut 8 ans là, pour aller à 40. Ouais, saison 2011, ouais, franchement, saison 11, pardon, c'est dans pas si longtemps. On enchaîne pour la séquence suivante, ta prochaine montre. Alors là, pour le coup, là, d'habitude, j'ai un peu de feeling et tout ça, mais là, j'ai rien. Rien, tu vois, ouais. je sais même pas, t'as quelque chose, t'as rien, à part la Certina. J'ai le droit de te dire que moi non plus, j'ai un problème en fait. Alors j'avais comme target 35 ou 40 ans, je savais pas encore trop quoi faire, mais je voulais me payer une montre sympa et j'avais dans le viseur quelques modèles, en particulier la Seamaster Omega. Parce que James Bond, parce que voilà, j'ai vu dans tellement de films, enfin pour moi ça, je pense que ça a participé dans mon inconscient en tant qu'enfant à toute cette légende là. Et je suis allé semaine dernière avec ma femme en essayer une, donc chez Omega, pas loin d'ici d'ailleurs. Ouais. Donc à boutique Omega à côté d'Opéra là. C'est ça, c'est ça. Donc la toute dernière, la Seamaster 300 James Bond. Alors pas la James Bond, mais la 300M classique. Ok, M, ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, j'y allais en étant sûr que c'était celle-là. Et c'est un peu... c'est bon. Et pourquoi? T'arrives à mettre des mots dessus? Ouais, en fait, ce qui m'a bloqué, alors ça va paraître bizarre avec pourtant celle-là qui clignote et qui est assez balèze, mais si je l'ai trouvée grosse. Je l'ai trouvée grosse et brillante surtout. Elle était polymiroir dans plein d'endroits et en gros, ça brillait dans le noir. Et j'étais pas sûr que ce soit ça, franchement que... Peut-être que le modeler a pas fait son boulot chez Omega. Ouais, ou le policier, en tout cas, lui, il est allé fort. Ouais. Mais non, en fait, j'avais aussi dans le collimateur la Speed. Et là, par contre, ça a été coup de foudre. Ma femme, pareil, elle a bien scotché là-dessus. Tu as essayé laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. La toute dernière. La toute dernière. Alors, le fameux débat... Vers les Alites ou vers Saphir? J'ai regardé les deux. J'aime les Alites pour le côté historique, mais j'aime tellement le fond transparent, parce que de voir le mouvement, c'est peut-être quelque chose que j'ai de la première, la TED, là, que je pense que j'irai vers plutôt la Saphir. Mais encore une fois... Le mec, il nous dit ça comme ça. Non, mais je te dis, je suis bien embêté, parce qu'encore une fois, j'allais avec un modèle en tête, c'est l'autre qui... Ouais. Est-ce que tu veux un petit scoop sur Omega? Vas-y. Alors, un petit scoop pour la chaîne, pas un scoop avec Omega. Les amis, moi, j'ai pas de relation avec les marques. Ils m'appellent pas, ou s'ils m'appellent, c'est pour m'envoyer des montres. Mais moi, j'ai pas besoin qu'ils m'envoient des montres puisque j'ai les clients qui viennent avec. Je suis en train de préparer, mais la date d'enregistrement n'est pas encore actée. Une vidéo de petite montre entre amis sur l'Omega Seamaster avec le coordinateur des cascades de James Bond. Voilà, donc il a deux Seamaster, la toute dernière que Barbara Broccoli lui a offert et celle d'avant que Daniel Craig lui a offert. Donc c'est dans le tuyau, pas mal. C'est pas finalisé, donc je peux pas vous dire que je me suis éclaté, mais ce qui est clair, c'est qu'on va s'éclater le jour où ça va passer. Stay tuned sur la chaîne. T'as vu, c'est pas donné, hein, une speed. Non, ouais, c'est un peu bourgeois. Vers Saphir, ouais. Ouais, mais bon,
Oh, on n'a pas 35 ans 20 fois dans sa vie. Hein. Non, ouais. Hein, t'as remarqué le truc, quoi. Et est-ce que, donc, tu es allé pour la Seamaster, tu as découvert autre chose? Est-ce que tu as regardé d'autres modèles chez Omega? Alors, pas chez Omega. En fait, la semaine dernière, je venais dans Paris pour l'expo Gégère Le Coultre, Ouais. qu'il y avait à côté. Et Comment t'as trouvé l'expo? Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'il y avait une bonne mise en valeur des calibres. Enfin, il y avait une petite expo. Ouais. T'as pas trouvé dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de capacité avec des grosses loupes, tu vois? Bah, Tu vois la vitrine avec les calibres, pour voir les montres, c'était compliqué. regarder un calibre de 3 cm² à 50 cm. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, j'ai été surpris d'une chose, et je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'il y avait un horloger qui était sur place. Et du coup, là, pour le coup, il avait son mouvement, et puis on a pris le temps de discuter et tout. Et ça, je trouvais ça super cool. Bah, c'est intéressant, les amis, parce que quand j'y suis allé, il n'était pas là. Ah. Tu vois, et je me suis dit, bah, c'est dommage, ça manque un petit peu d'interaction. Bah, c'était super sympa d'y aller, etc. T'es allé prendre un petit cappuccino là-haut? Non. Non? Ok, bon bah tant pis pour lui, mais là, est-ce que tu t'es dit, chez Gégère Le Coultre Verso, c'est pour toi? Ah, elle était dans mon viseur aussi déjà. Aïe, 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 il va falloir qu'il en modélise des trucs, hein, parce que là, ça va coûter cher. Hein. Et je finirai juste en disant que du coup, on a fini notre parcours chez Grand Seiko. Ouais. Oui. Donc bon, là, en gros, je sais plus où j'en suis. Là. Il sait plus. En fait, il n'y a plus qu'une certitude, c'est que tu vas passer la caisse. Ouais, c'est ça. Oui, mais il ne sait pas quand. Non, mais c'est intéressant que tu finisses là-dessus parce que ça montre bien que Grand Seiko a vraiment une stratégie qui est vraiment très très intéressante. C'est que voilà, tu es rentré chez Seiko, une Seiko 5, ça commence à quoi? 299 €. Ouais. Bah, une fois qu'on est chez Seiko, qu'on comprend ce qu'ils font, la diversité, le vintage, n'en parlons pas. Même si c'est pas mon ADN à moi, bah, effectivement, les jeunes qui arrivent dans l'horlogerie avec du Seiko, ils finiront chez Grand Seiko un jour ou l'autre. Donc s'ils ont le temps et les moyens, ce qui est leur cas, eh bien ma foi, ça va cartonner. Les amis, Crédor n'est pas venu sur la chaîne. Ils font des trucs magnifiques, c'est beaucoup plus habillé, etc. Mais bon, réveillez-vous quand même. Quand est-ce qu'il va y avoir une Crédor sur la chaîne? Tu serais content avec une Crédor? C'est un peu moins mon truc. Mais Non, mais tu serais content qu'il y en ait une sur la chaîne. Ah bah oui. Et ben voilà, sinon je retirais la casquette. Attendez, c'est quoi cette histoire? Sylvain, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Les amis, on est désolé, mais vous avez entendu les sirènes, ils viennent les chercher. La police ou la gendarmerie attendent Sylvain en bas de la rue. J'espère que rien n'est grave, mais évidemment que rien n'est grave, puisqu'on est entre nous sur Petite Montre entre amis. Si vous voulez participer, vous faites comme Sylvain, www.dailyshoes.fr, vous nous dites de quoi vous voulez parler, et on passe un bon moment ensemble. Allez, salut les amis, salut Sylvain, ciao ciao. Ciao.